Ok, donc après avoir vu pas mal de choses sur l'expérience mathématique et sa contrepartie empirique sur des données qui sera la moyenne, ok, on va parler un petit peu d'un autre concept qui est la notion de quantile qui va nous permettre de définir en particulier l'objet de la médiane. Et je discuterai un tout petit peu ces histoires de quantile. Et puis ensuite, la deuxième partie, on verra les notions de dispersion et de variance. Ok, donc je bascule. Alors, est-ce que j'arrive à basculer là-dessus? Oui. Ok. Donc, je définis ce que c'est qu'un quantile, tout simplement un quantile. Alors, je vais vous le faire de manière simple, c'est l'inverse de la fonction de répartition. Okay, donc, c'est ce que je vous raconte ici. C'est vrai si f est continue absolument croissante, strictement croissante. Et voilà. Disons que pour simplifier, c'est la fonction inverse de la fonction de répartition. Donc, je vous ai fait des petits dessins pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, effectivement, on a cette courbe rouge qui est cette fonction de répartition. Donc, f de x, okay, avec pour rappel, f de x, c'est tout simplement la probabilité pour que grand x soit plus petit ou égal à petit x. Voilà, donc, ça, c'est la définition de la fonction de répartition. Donc, autrement dit, à une valeur dans l'unité de nos observations, on va associer une probabilité. Donc, par exemple, quand je m'intéresse à la taille des élèves, dans ces cas-là, f de 180 cm, ce sera la proportion des élèves, la probabilité pour que la taille d'un élève soit plus petite que 1,80 m, que 180 cm, ou alors la version empirique qui serait que c'est la proportion d'élèves plus petite que 1,80 m. Okay, donc, à une taille, j'associe une probabilité. L'idée de la fonction quantile, c'est la fonction réciproque. Je pars d'une probabilité, par exemple de 60%, et je me demande quel est l'antécédent. Donc, quelle est la grandeur telle que la probabilité d'être plus petite que cette grandeur soit de l'ordre de 60%. Donc, c'est vraiment l'idée de cette inversion de dire la fonction quantile appliquée à f de x devrait me donner exactement petit x. Okay. Alors, je vous donne une définition qui est peut-être un petit peu plus tordue, qui marche dans le cas où on a des fonctions qui ne sont pas continues, qui consiste à dire, en fait, je vais m'intéresser à quelque chose d'un tout petit peu différent. Je vais m'intéresser à cette proportion ici. Donc, je regarde les x pour lesquels la probabilité est plus grande, que f de x est plus grand que p. Donc, par exemple, ici, je me fixe un seuil à 0,60. Je regarde la probabilité d'être au-dessus. Donc, ce sont tous les points qui sont, toutes les valeurs qui vont être là-dessus. Donc, tous les points pour lesquels f de x sera plus grande que cette valeur-là. Formellement, c'était vrai pour ce point-là. C'était vrai pour celui-là, c'est vrai pour celui-là. Donc, en fait, on récupère tous les points qui vont être jusqu'ici. Et ce que je dis, c'est que je prends le plus petit des x. Okay, donc, je vais récupérer comme ça ce point. L'avantage de cette fonction, c'est que ça me permet de définir de manière un peu générale ce que c'est qu'un inverse de fonction. Okay, donc, je cherche le plus petit des x tel que les valeurs des f de x soient plus grandes que la probabilité p que je me donne. Okay, mais retenez juste que c'est en fait l'antécédent. De manière générale, ça suffira pour récupérer. Alors, en fait, si jamais j'ai plusieurs valeurs, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'on va prendre le plus petit des x. Okay, donc, ça permet de définir dans le cas où on n'est pas unique. Okay, par exemple, si jamais j'avais une fonction qui était, constante, donc si jamais j'avais une fonction f qui était, alors, je suis désolé, les fonctions, je les avais faites en rouge. Donc, si jamais j'avais une fonction qui était constante comme ça, dans ces cas-là, si jamais j'essaie de trouver son antécédent, okay, dans ces cas-là, je pars ici et je ne sais pas, est-ce que l'antécédent, il est là, il est là, il est là. Ce que dit cette convention, c'est de dire je vais prendre le premier des x, donc je vais prendre le plus petit des x tel que je suis à gauche. Donc, ça permet aussi de définir un quantile de manière unique. Okay, et ça, c'est un tout petit problème qui est que numériquement, effectivement, quand on est plat, on ne sait pas quoi donner comme version du quantile. Cette convention permet de dire qu'on va choisir le plus petit. Alors, les quantiles vérifient une petite propriété qui peut être intéressante. En particulier, ce qu'on peut montrer, c'est que l'intégrale du quantile correspond très exactement à l'espérance. Okay, donc, c'est cette propriété. Donc, là, je rappelle que la fonction quantile est fondamentalement définie sur l'espace des probabilités, c'est-à-dire sur 0,1. Okay, donc, si jamais j'intègre ma fonction Q sur 0,1, en fait, je tombe sur l'espérance, là encore, à condition que cette espérance ait du sens. Okay, alors, je passe la démonstration, vous irez la regarder tranquillement, mais c'est juste une histoire de changement de variable dans les calculs d'intégrale. Okay, donc, l'espérance l'intégrale de ma fonction quantile a une interprétation, c'est lié à cette fonction d'espérance. Si jamais vous n'êtes pas convaincu, après, c'est une propriété que je n'ai pas démontrée, mais c'est très lié aux propriétés de symétrie entre la fonction f et la fonction q par rapport à la première bisectrice, si jamais je regarde leur dessin.
Alors, je peux juste vous le prouver dans un petit exemple. Je me suis amusé à regarder des lois normales avec une moyenne qui vaut ici 7,3, une variance de 1, ou un écart type de 1. Dans ces cas-là, l'espérance, je peux la calculer en disant que c'est tout simplement l'intégrale. Donc, j'utilise le fait que l'espérance de x, c'est l'intégrale sur toutes les valeurs possibles de x, donc sur R, de x f de x dx. Okay, donc, je prends mon x et je prends ma densité de loi normale, qui est précisément cette loi normale de moyenne mu et de variance 1. Je l'intègre, je tombe sur 7,3, ça tombe bien, c'est effectivement égal à mu. Donc, on retrouve le fait que l'espérance d'une loi normale, c'est exactement le paramètre mu. Mais je peux aussi définir la fonction quantile. Donc, c'est ce que je définis juste ici. Je vous prends la fonction g. Je dis que c'est la fonction quantile de ma loi normale de même moyenne et de même variance. Okay, donc, je prends cette fonction q. Et ce que je suis en train de dire, c'est que si jamais je calcule l'intégrale entre 0 et 1, donc cette fonction q de PDP, dans ces cas-là, je retombe là aussi très exactement sur mu. D'accord. Donc, effectivement, l'intégrale de ma fonction quantile, c'est égal à l'espérance. Okay, donc, je vous avais fait la preuve dans le slide précédent. Ici, je vous montre numériquement, en tout cas, que ça marche sur un exemple pris au hasard. Okay. Je sais bien que ça n'a pas valeur de preuve, mais disons que si jamais ça marche dans un cas pris au hasard, on peut en tout cas se convaincre que cette propriété a du sens. Donc là, je vous ai défini un peu de la même manière qu'en fait, j'avais commencé par définir les espérances sur des variables aléatoires, puis j'avais dit la traduction d'une espérance, c'est la moyenne empirique. Le problème, c'est que définir la grandeur empirique associée à un quantile, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, pour vous convaincre, il y a la fonction quantile. Donc, la fonction quantile, c'est à peu près l'équivalent de la fonction min. Encore une fois, on est sur un objet R, comme Python, sont des objets de calcul numérique, c'est-à-dire qu'on utilise des données. Okay, je peux faire des calculs formels en faisant des calculs d'intégrales, mais je ne peux pas définir on part sur d'autres classes d'objets, mais disons que je n'ai pas l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Je peux calculer la moyenne d'un échantillon. Pareil, je n'ai pas vraiment de notion de quantile d'une fonction de répartition associée à une variable aléatoire, mais je peux définir un quantile empirique. Et en fait, il s'avère que le quantile, cette fonction quantile, elle est compliquée. Okay, donc la fonction quantile associée à un échantillon Y, où Y sera un échantillon Y1, Yn, c'est compliqué. C'est compliqué, alors je ne rentre pas trop dans les détails parce que si vous êtes intéressé, on peut en reparler en cours, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sachez juste qu'il y a plusieurs manières, donc c'est ce qu'ils appellent la notion de type dans la fonction. Sauf erreur, il y a 9 méthodes pour calculer des quantiles. Et effectivement, ils vous donnent des valeurs un tout petit peu différentes. Alors, je vous montrerai dans un exemple ce que c'est. Donc ici, pour info, j'ai 11 observations. Donc mes observations sont régulièrement espacées de 0 jusqu'à 10. Donc j'ai 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. Okay, donc j'ai bien 11 valeurs, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Et je lui demande le quantile à 95%. Donc le quantile à 95%, on se doute, il doit être quelque part par ici. Je lui dis, donne-moi une valeur telle qui est 95% d'observations qui soient plus petites, 5% qui sont plus grandes. Okay. Et en fait, ça ne tombe pas forcément juste. Alors, je reviendrai un peu sur les propriétés des quantiles empiriques en tant qu'inverse de la fonction de répartition empirique dans des capsules précédentes. Mais on voit qu'il y a plusieurs manières pour les déterminer. Elles vont être relativement cohérentes dans le sens où elles vont vous donner effectivement une valeur qui va se trouver quelque part par là, quelque part entre 9 et 10. Okay. Et voilà, en fonction du type que vous allez retenir, on va récupérer une valeur qui est à 9 ou 9,5. En petite dimension, ça peut être problématique. En grande dimension, en fait, on s'en fout. En grande dimension, ça veut dire que si vous avez suffisamment de données, en fait, ça ne change pas grand-chose. Donc, juste pour vous montrer effectivement à quoi ça correspond. Ici, j'ai mes 11 observations. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai tracé les 9 estimateurs standards de... pardon, il manque ici une observation, je pense. Mais j'ai tracé ici les 9 estimateurs possibles de quantiles. Et donc, on récupère toutes les courbes qui sont là. Donc, qui sont toujours croissantes. Okay, donc, les quantiles sont effectivement des fonctions croissantes de la même manière que la fonction de répartition est une fonction croissante. Mais on le voit en faisant un zoom ici, qu'en fait, j'ai plusieurs manières de calculer ces quantiles. Okay. Donc, il y a les versions qui vont être des fonctions un peu linéaires. Dans cet exemple particulier, encore une fois, c'est une espèce de loi un peu uniforme. Donc, comme la fonction de répartition est linéaire, la fonction quantile est linéaire, pourrait être linéaire aussi. Sinon, j'ai une version un peu en escalier qui apparaît ici. Donc, il y a plusieurs méthodes de calculer des quantiles. Par défaut, type égale 7, c'est celle qui est retenue dans
dans R. Et voilà, si vous êtes intéressé par cette problématique des quantiles, allez voir dans l'aide, encore une fois, tapez point d'interrogation quantile et vous allez récupérer l'aide de la fonction quantile et vous verrez évoquer les 7 types. Essentiellement, c'est juste que il y a beaucoup de logiciels qui font des calculs de stats et l'idée, c'était d'avoir des techniques qui soient cohérentes ou plutôt une fonction qui vous permette d'être cohérent avec les calculs qui seraient faits en Python, les calculs qui seraient faits en SAS, qui seraient faits en SPSS, n'importe quel logiciel de stats. Donc, le type permet de coïncider avec d'autres estimateurs qui sont proposés par d'autres logiciels. Mais encore une fois, avec 11 observations, on voit qu'on est relativement cohérent. Okay, il y aura des petits écarts à la marge, mais voilà, sachez qu'il n'y a pas l'unicité de la méthode de les définir. Donc, juste pour vous expliquer en gros, rapidement les différents concepts. La première définition de quantile empirique qu'on peut retenir, c'est celle-là. Donc, je vais vous me donner un ensemble d'observations. Alors, je les ordonne. Je vous avais dit éventuellement que les ordonner des statistiques, ça pouvait être important. Et on va le voir ici, c'est qu'effectivement, c'était ce que j'évoquais quand je faisais mon petit graphique, où je vous disais, j'ai mes observations. Okay. Si je vous dis, je vais aller voir les quantiles à 95%, ça veut dire que fondamentalement, on va se placer sur cette partie-là. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont les dernières observations. Je m'en fous de savoir si jamais c'était la 7e, la 3e, la 25e ou peu importe. C'est vraiment leur rang qui m'intéresse. Je m'intéresse au plus grand. Vous vous intéressez à un quantile à 5%, on est au contraire sur la partie à gauche. Okay. Donc, les quantiles de probabilité faible sont les événements rares qui arrivent pour des valeurs relativement petites. Les quantiles associés à des probabilités élevées sont associés à la droite de la distribution. Okay, donc, j'ordonne toutes mes observations de 1 jusqu'à n de manière croissante. Et ce que je vais dire, c'est que le quantile de niveau P, c'est quelque part une moyenne entre xk et xk plus 1. Okay, où k, c'est tout simplement, alors ce n'est pas exactement la partie entière parce qu'il va falloir arrondir au-dessus au lieu d'arrondir en dessous. Mais en gros, je vais faire n fois p. Donc, quelque part, si vous voulez un quantile à 90% avec 100 observations, vous allez chercher autour de la 90e valeur. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Okay, l'idée étant d'arrondir. Donc, si jamais je vous dis qu'on a 11 observations et qu'on veut un quantile à 95%, dans ces cas-là, il faudrait que j'aille chercher la 9,5e plus grande valeur, mais ça n'a pas de sens parce que je n'ai pas de 9,5e plus grande valeur. Donc, je suis sûrement entre la 9e et la 10e. Voilà. Donc, c'est exactement ça qu'on dit. Donc, on va aller chercher les deux valeurs qui se trouvent un petit peu autour. Donc, si jamais je m'intéresse à un quantile qui est à peu près par ici, ce que je suis en train de dire, c'est je vais aller chercher cette valeur-là, et je me trouve sûrement quelque part entre les deux. Okay, donc, on fait une moyenne entre xk et xk plus 1. Alors, je mets des parenthèses pour dire que je m'intéresse aux valeurs ordonnées. Donc, ce n'est pas formellement la kème valeur dans le sens de mon échantillon, c'est la kème plus grande valeur. Okay, donc, je vais prendre des moyennes pondérées et les poids vont être tout simplement en f moins 1 sur f, qui sont en fait ces distances. Voilà. Bricoler un tout petit peu, mais vous verrez que c'est relativement naturel. Donc, je vais aller d'autant plus, je vais mettre un poids d'autant plus important sur le point de gauche ou sur le point de droite, suivant que je m'intéresse à ce point-là ou à ce point. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, ça, c'est le quantile empirique version 1, qui est la notion la plus intuitive, en fait, qui consiste à dire, et là aussi, on pourrait penser à la médiane. Je n'ai pas encore défini pour prendre la médiane, mais la médiane, c'est le quantile associé à 50%. Okay, donc, si jamais je m'intéressais à la médiane, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est supposons que j'ai 3 observations. Okay, je m'intéresse à la médiane, dans ces cas-là, ce n'est pas trop compliqué, on devrait aller chercher sûrement quelque part cette valeur qui est au milieu. Okay, la valeur qui est au milieu, elle sépare effectivement en deux. Mais si jamais j'en avais 2 comme ça, si jamais j'avais 4 observations tout d'un coup, la médiane, elle est quelque part entre les deux. Et je ne sais pas trop où. Okay, donc, je suis peut-être par ici, peut-être par là. Donc, ça me donne en gros mes 2 bornes possibles. C'est en fait ces 2 grandeurs qui se trouvent là. Et ce que je suis juste en train de dire, c'est si jamais vous cherchez la médiane qui se trouve au milieu, allez taper au milieu entre ces 2 valeurs. Voilà, donc on va mettre un poids de 1,5 et de 1,5 de chaque côté. Voilà. Si jamais j'en avais eu 5, ou 6, enfin plutôt 6, dans ces cas-là, j'irais chercher entre la 3e et la 4e, ou ce genre de choses, à chaque fois en allant taper au milieu. Voilà. Donc c'est ça que ça nous raconte quelque part, cette méthode, c'est de dire je vais faire une moyenne entre ces grandeurs-là, d'accord, entre la valeur qui est juste avant, la valeur qui est juste après, et les poids me disent en gros où est-ce que je me trouve dans mon tirage. Donc ça, c'est la version numéro 1. La version numéro 2, elle est un tout petit peu plus simple d'un point de vue mathématique, tout simplement parce qu'elle repose sur l'idée qu'on avait construit une fonction de répartition. Cette fonction de répartition empirique, je vous rappelle, on disait j'ai des observations, et à partir de ces observations, je peux construire leur fonction de répartition empirique, tout simplement en disant
je vais avoir cette fonction en escalier. Okay, donc je suis juste en train de dire, tout simplement, je vous rappelle, f chapeau de x, c'est le nombre d'observations, plutôt la proportion des observations qui étaient plus petites ou égales à x. Okay, donc je compte combien d'observations sont plus petites que mon x. Donc si jamais je me plaçais ici, dans ces cas-là, je devrais compter combien d'observations j'avais. J'en avais 2 observations sur les 4 qui étaient plus petites. Donc normalement, je dois récupérer un demi. Okay, donc ça me permet de récupérer ma fonction de répartition. Et cette idée de f chapeau moins 1 consiste à dire, cette fonction de répartition, je peux l'inverser. Je peux l'inverser avec la convention qu'on avait eue sur les inf, c'est-à-dire je vais aller chercher, si jamais je tombe entre 2 valeurs, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Donc si jamais je cherche le quantile associé à cette probabilité ici, qui se trouve à peu près peut-être à 0,15, je vais aller chercher la plus petite valeur. Si jamais je tombe très exactement sur un endroit où j'ai un saut, je vais prendre la plus petite. Voilà. Donc c'est une manière pour définir mon quantile de manière unique, mais c'est assez légitime de se dire, je peux définir comme ça une notion qui serait aussi un quantile. Okay, alors dans ces cas-là, ce qu'on voit, c'est que si jamais j'essaie de l'écrire, en fait, je m'intéresse juste à la plus petite valeur. Donc en fait, j'ai même plus de poids. C'est juste de dire, je vais chercher ma km plus grande valeur, où k, c'est la partie entière plus 1 de n fois p. Okay, donc le quantile à 50%, c'est de dire, je coupe à 50%, puis je prends la 50%e plus grande valeur que j'avais obtenue dans mon échantillon. Okay, donc si j'avais 99 observations, 50% de 99, ça fait 49,5. Je vais arrondir juste le dessus à 50, je prends la 50e plus grande observation. Point. Okay, donc il y a une méthode qui consiste à dire, faisons un peu plus subtil. À partir du moment où je ne tombe pas exactement sur une valeur, je vais prendre la moyenne entre la km et la k plus unième, ou alors prenez de manière un peu arbitraire juste celle qui est avant. Et c'est cette manière de définir les quantiles qui est cette deuxième méthode, qui est beaucoup plus simple. Voilà. On pourrait se dire qu'on peut faire un peu mieux, mais en fait, c'est vraiment marginal, dans le sens où c'est vraiment une petite correction qui va être apportée. OK. Donc à partir de là, je peux définir une notion de valeur centrale, et ça va être la notion de médiane. Donc la médiane, c'est tout simplement le quantile de niveau 1,5 associé donc à 50%. Okay, si jamais j'ai un nombre, un paire d'observations, dans ces cas-là, je vais aller chercher la n plus unième, et si jamais on est impair, dans ces cas-là, je vais aller chercher la valeur, une valeur qui est intermédiaire. Okay, donc, on va aller juste regarder. Alors, je pense, en le relisant, j'ai l'impression que j'ai fait une coquille. Si jamais on est impair, dans ces cas-là, je n'ai pas le choix, je prends une valeur centrale, mais bon, okay, je vais vous faire tranquillement, puis au pire, je corrigerai mon slide. Si effectivement j'ai 3 valeurs, dans ces cas-là, normalement, on devrait prendre la troisième. Okay, donc, si n égale 3, dans ces cas-là, je dois prendre comme valeur médiane cette valeur au milieu. Alors, il s'avère que c'est exactement ce que fait le calcul qui se trouve là, puisque je dis que je prends 3 plus 1 qui vaut 4, divisé par 2, ce qui vaut 2, et donc je vais chercher la deuxième plus grande valeur. Donc ici, j'avais x parenthèse 1, x parenthèse 2, x parenthèse 3. Donc ici, c'est plutôt si jamais je suis impair que je vais aller chercher cette valeur-là. Et puis ça a du sens, puisqu'en fait, n plus 1 est un nombre impair. Si je suis impair, pardon. Si n est impair, n plus 1 devient pair, et donc je peux effectivement le diviser par 2. Alors que si jamais j'étais pair, dans ces cas-là, je vais chercher la valeur qui est avant et la valeur qui est après. Voilà. Donc on est exactement dans l'exemple que j'ai illustré juste avant. Donc la médiane est un outil intéressant parce que ça me donne effectivement une valeur qui est au centre de la distribution. C'est précisément au centre, parce que si jamais vous regardez votre fonction de répartition, vous allez vous dire, je vais chercher l'antécédent de 50%. Et donc, si jamais je prends cette valeur qui se trouve ici, il y a 50% des points qui sont plus petits, 50% des points qui sont plus grands. Donc oui, c'est une valeur centrale, par définition. Okay, on est précisément au centre de l'échantillon. Okay, donc ça peut être une alternative en fait à la moyenne. Et c'est effectivement une grandeur qui va être utilisée dans pas mal de cas, en particulier quand vous regardez les statistiques publiques sur les revenus. Généralement, on parle rarement du revenu moyen, on parle souvent du revenu médian, dans une zone, dans une ville, dans un quartier. Okay, donc la médiane est effectivement un indicateur de centralité, un peu comme la moyenne, mais ce qu'on va dire, c'est qu'elle est robuste. Et l'histoire de la robustesse, c'est lié au fait que si jamais vous pensez à mes 3 observations ici, donc la médiane, ce sera la valeur au milieu. Si jamais cette observation, la personne la plus riche, tout d'un coup, a son revenu qui double, en fait, ça ne change rien sur votre valeur moyenne. Okay, donc ça vous dit en moyenne, on ne bouge pas, c'est juste les extrêmes qui bougent. Alors que si jamais je m'intéressais à une moyenne, la moyenne, elle partirait. La moyenne, elle suit la plus grande observation. Okay, donc la richesse, si elle augmente uniquement sur les 1% les plus riches,
en moyenne, on aura envie de dire qu'elle ne change pas. Sauf que la moyenne change, mais la médiane ne change pas. Donc la médiane est plus robuste en ce sens-là. Et si vous vous souvenez de ce que je racontais sur l'histoire de la robustesse, je vous disais que c'était lié en fait au carré. Quand on disait qu'on s'intéressait, que la moyenne était en fait la minimisation de la somme des carrés des erreurs, le 2 était pénible. Et rendait en fait les variations un peu extrêmes très importantes. C'est-à-dire que si jamais vous doubliez une valeur, dans ces cas-là, son poids dans la fonction objectif était multiplié par 4. Okay, donc ça devient d'autant plus important. Vous multipliez par 10, dans ces cas-là, le poids est multiplié par 100. Okay, donc le carré était pénible. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que la médiane vérifie une petite propriété un peu équivalente. C'est qu'en fait, la médiane, elle minimise non pas la somme des carrés des erreurs, mais la somme des valeurs absolues des erreurs. Donc si jamais j'essaye de minimiser cette grandeur-là, donc cette minimisation de la somme des écarts, non pas en distance, la somme des carrés des écarts à la moyenne, à la valeur m, mais la somme des valeurs absolues, qui est aussi une distance, encore une fois. Dans ces cas-là, on peut montrer qu'on tombe sur la médiane. Okay, et le fait que j'ai plus de carrés, c'est intéressant parce que ça veut dire que si jamais je bouge un tout petit peu, si jamais j'ai une valeur aberrante, en fait, son poids ne sera pas si important que ça puisque j'ai plus le carré qui la rendait encore plus délirante. Okay, un écart de 10, ça devenait du 100. Okay, là, c'est plus pas un écart de 10, ça pèse pour 10 dans ma fonction objectif et donc ce n'est pas très grave. Voilà. Donc cette robustesse, elle est très clairement indiquée ici. Et voilà. Souvenez-vous juste qu'il y a des liens entre moyenne et médiane avec ces minimisations de somme, soit des écarts en valeur absolue, soit des écarts moyens. Okay. Et cette chose-là va être introduite il y a assez longtemps, encore une fois. Laplace avait proposé de travailler sur ce genre de choses, de quantifier ce genre de choses. Le problème, et je m'arrêterai là sur les aspects mathématiques, mais cette fonction-là, elle n'est pas dérivable. La valeur absolue, je vous rappelle que c'est cette fonction avec un angle et une discontinuité de la dérivée, et donc elle n'est pas dérivable, et donc l'optimisation est plus compliquée, puisqu'en fait, je ne peux pas trouver de forme explicite à cette grandeur-là. Okay, contrairement au calcul que j'avais fait tantôt quand j'avais fait la minimisation de la somme des carrés des erreurs, où j'avais dit, bon, on calcule la dérivée, on va chercher l'endroit où sa dérivée s'annule. Ici, je ne peux pas regarder l'endroit où la dérivée s'annule, puisque la dérivée ne s'annule pas, en fait. Voilà, c'est un peu plus compliqué. OK. Et dernière petite remarque sur les moyennes. Les moyennes vérifient les moyennes sont un outil de base, mais mon point, c'est que des fois, on a des choses très bizarres. Et par exemple, je vous raconte ici un petit paradoxe. Donc, c'est ce qui s'appelle le paradoxe de Will Rogers, qui consiste à noter qu'en fait, quand vous avez deux échantillons, il est possible parfois de transférer une observation d'un groupe dans l'autre. Et dans ces cas-là, les moyennes dans les deux groupes augmentent. C'est un résultat qui est assez paradoxal, en fait. On aura envie de se dire, si jamais je prends pour un pour donner à l'autre, c'est une espèce de jeu à somme nulle. Et donc, si jamais ma moyenne augmente dans un groupe, elle baisse dans l'autre. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et voilà, ça s'appelle Will Rogers Phenomena parce que c'était, je vous ai mis ici des liens puis des applications concrètes. Enfin, ça existe dans la vraie vie en fait, ce genre de choses. Quand on a deux groupes, si jamais on essaye de bouger une observation, la moyenne peut augmenter. Alors l'exemple, ça avait été donné aux États-Unis. Et voilà, supposons que j'ai 5 observations dans chacun des groupes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supposons que la dixième observation, la plus petite des observations dans le groupe 2 passe dans le groupe 1. Dans ces cas-là, ma moyenne va augmenter dans le groupe 1, puisque j'ai rajouté quelque chose de plus grand, mais ma moyenne à droite va aussi augmenter, essentiellement parce qu'en fait, j'ai enlevé la plus petite. Et donc, ce qui se passe, c'est que si jamais vous avez deux groupes qui sont littéralement disjoints, okay, prendre le plus petit d'un groupe pour le donner dans l'autre groupe va améliorer ce qui se passe dans le groupe, essentiellement parce qu'il va devenir le plus grand. Okay, et donc, c'est exactement ce genre de phénomène. Donc, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de paradoxes qui traînent sur les calculs de moyenne. En fait, les médianes sont beaucoup plus naturelles et vérifient des propriétés presque plus intuitives en fait, que les moyennes qui peuvent toujours vous donner des choses très bizarres. On va faire une petite pause et on attaque ensuite sur les calculs de variance avec cette chose un petit peu particulière qui est que la variance, c'est le même terme quand on travaille sur des échantillons ou quand on travaille sur des variables aléatoires, contrairement à la moyenne pour lesquelles j'avais l'espérance mathématique qui était l'objet sur les variables aléatoires et la moyenne qui était la contrepartie sur des données empiriques. On se retrouve tout de suite.